Bonjour à tout le monde, bonjour à tous et toutes. On va commencer le webinaire. Je vois dans les commentaires, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui? OK, super. Donc, merci d'être présente et présent parmi nous aujourd'hui pour le webinaire sur la parentalité en situation de handicap, qui est un sujet qu'on aborde trop peu souvent. Donc, je m'appelle Janou Radia, je suis agente de défense collective des droits pour le dossier parentalité en situation de handicap à l'organisme Execo. Donc, je vais vous parler un peu plus tard de l'organisme. Puis, j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer ce webinaire-là. Donc, avant de commencer, je voulais vous informer que la présentation va être enregistrée jusqu'à la période de questions. Puis, on a obtenu l'approbation des panélistes pour l'enregistrement. Donc, il est déjà commencé. Puis, quand ça sera la période de questions, on va l'éteindre. Alors, comme vous l'avez vu dans l'invitation, le but de la rencontre aujourd'hui, c'est de dévoiler les résultats d'un projet de recherche qui a été mené avec la clinique Parents Plus, l'organisme Execo et des chercheurs de l'Université de Montréal, puis aussi des chercheurs et chercheuses de l'Université de Sherbrooke. Donc, c'est un projet qui est financé par l'Office des personnes handicapées du Québec, l'OPHQ, et le Réseau provincial de recherche en adaptation-réadaptation, le REPAR. Donc, le projet, ça porte sur la perception des besoins et des services offerts pour les parents en situation de handicap selon différents groupes. Donc, les parents, les proches, les professionnels, les organismes communautaires, des chercheurs, chercheuses. Puis ensuite, il y a des parents aussi, là, comme je vous ai dit plus tôt, qui vont témoigner. Donc, pour la présentation, on peut passer au plan de la présentation. Donc, il y a Carolina Bottary, qui est professeure en ergothérapie, qui va faire le mot de bienvenue. Ensuite, on va vous présenter les conférencières et conférenciers, l'organisme Execo, la clinique Parents Plus qui ont contribué à cette recherche. Puis, on va vous présenter le projet de recherche avec les résultats dont on a parlé plus tôt. Puis ensuite, c'est là qu'il va y avoir la discussion avec les conférencières et conférenciers. Et évidemment, vous allez pouvoir poser les questions. Donc, je vais juste vous mentionner quelques petites règles avant de commencer. Comme vous avez pu remarquer, on voit seulement les caméras des panélistes et le son de tout le monde, de tous les spectateurs et spectatrices est coupé, ainsi que votre caméra. C'est pour faciliter vraiment l'interaction parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont présentes parmi nous. Et puis, donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la section que vous voyez en bas, la section questions et réponses, Q et R. Ou si c'est plus facile pour vous, vous pouvez aussi lever la main, mais ça va être vraiment à la fin de la présentation qu'on va prendre le temps d'y répondre. Puis, si vous avez des questions plus spécifiques et précises dans un cas particulier, on va vous inviter à vous adresser directement à la ressource appropriée. On va vous envoyer aussi des liens puis des contacts parce qu'étant donné le temps limité qu'on a aujourd'hui, on souhaite que le contenu qu'on vous apporte soit vraiment, puisse répondre à un plus grand nombre de personnes possible. Donc, on va vous répondre avec plaisir à des questions, des commentaires d'ordre général à la fin de la présentation. Alors, je vais maintenant passer la parole à Carolina Bottary, qui est professeure titulaire à l'École de réadaptation de l'Université de Montréal, pour le mot de bienvenue. OK. Alors, bonjour. Je tiens d'abord à vous remercier de votre présence en si grand nombre aujourd'hui. Je suis vraiment ravie de constater que le thème de la parentalité en situation de handicap vous a attiré si nombreux aujourd'hui. Ce webinaire est notre façon de souligner virtuellement plusieurs événements qui ont lieu ces jours-ci. Alors, on parle de la Semaine québécoise des familles, la Journée internationale des familles, la Semaine canadienne sur l'accessibilité, la Semaine québécoise des personnes handicapées et la Journée mondiale des parents. Dans ce webinaire, vous aurez l'occasion d'entendre les voix des parents vivant avec un handicap.
des organisations communautaires qui militent pour la reconnaissance de leurs besoins, des services cliniques qui fournissent une aide essentielle aux parents et des recherches qui montrent qu'en 2022, le statut des parents vivant avec un handicap n'est toujours pas vraiment reconnu. En cette semaine canadienne de l'accessibilité pour tous, vous entendrez aujourd'hui que beaucoup reste à faire pour atteindre ce noble objectif. Alors, comment en sommes-nous arrivés ici, à ce webinaire? Pour ma part, j'ai découvert les parents en situation de handicap par le biais d'une fabuleuse clinique appelée la clinique Parents Plus du Centre-Sud de Montréal. D'un 5, pouvez-vous nous aider à faire de la recherche il y a 10 ans? Nous sommes passés à une recherche pionnière dans ce domaine, à petits pas, mais néanmoins pionnière. Puis en 2018, l'Office des personnes handicapées du Québec et le Réseau provincial de la recherche en adaptation et réadaptation au Québec ont lancé un appel à projet pour un fonds de recherche portant sur le thème des obstacles et des facilitateurs à la participation sociale. Dans leur appel, ils demandaient aux chercheurs de faire des liens clairs avec la politique à part entière, tout en cherchant à améliorer la participation sociale. Ce que nous avons alors proposé comme projet est la parentalité à part entière, puisque la version actuelle de la politique donne très peu de place à la parentalité en situation de handicap. Dans l'appel à projet, ils ont également demandé que les équipes qui soumettent des propositions comprennent des chercheurs provenant de différentes régions de la province et un organisme communautaire. C'est ainsi avec ces critères comme guide que nous avons constitué cette merveilleuse équipe qui était vraiment une toute nouvelle équipe pour nous. Nous n'avions jamais travaillé ensemble, mais toutes des personnes qui étaient motivées à faire entendre la voix des parents avec un handicap. Donc, il y a moi-même, il y a le professeur Annie Carrier de l'Université de Sherbrooke, docteur Antoine Duquette, qui est membre du CRIR et au CHUM, professeur Cynthia Gagnon de l'Université de Sherbrooke, Evelina Pitouche, qui est candidate au doctorat au programme des sciences de la réadaptation à l'Université de Montréal, Marjorie Ounos, notre fière partenaire, Tiffany Cormier, ergothérapeute et qui a travaillé avec nous comme assistante de recherche, Rim Benlaga, aussi ergothérapeute, qui a travaillé avec nous comme assistante de recherche, Aïcha Dominique, qui est responsable de la clinique Parents Plus, Véronique Gilbert, coordonnatrice de la clinique Parents Plus, et Marie Turcotte de l'organisme Execo. Aujourd'hui, vous entendrez des parents, des partenaires communautaires, nos partenaires cliniques et tous les résultats de nos recherches. Je vous invite à écouter toutes ces personnes très attentivement, car les messages qu'elles souhaitent partager sont importants et doivent être non seulement entendus, mais aussi suivis d'actions concrètes pour changer les choses. Merci. Mais merci beaucoup pour votre implication dans ce projet-là et pour le mot de bienvenue aussi. Donc, maintenant, on va présenter les panélistes. Donc, leur vidéo s'ouvre peu à peu, vous allez voir. Alors, il y a d'abord Isabelle Boisvert. Merci d'être là. Louis-Éric Maillé, Simon Bénard et Marjorie Ounos aussi. Alors, merci de votre participation parmi nous. Je vais vous inviter à vous présenter brièvement, puis à nous dire aussi en 1 minute pourquoi vous avez accepté notre invitation aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que c'est important pour vous d'être présent à notre webinaire, présente, donc quand on vous a invité. Alors, on pourrait commencer. Je pense qu'il y a des... Oui. Ah, pardon. il y a Evelina aussi. C'est vrai, c'est important de préciser la présence de Evelina qui est là parmi nous. Donc, comme Carolina l'a si bien dit, ben, c'est celle qui a fait la recherche d'aujourd'hui. Elle va nous présenter aussi les résultats. Donc, elle est doctorante en sciences de la réadaptation et ergothérapeute. Puis, je pense qu'il y avait aussi des partenaires à remercier. Donc, je vais juste réactiver le son.
Merci beaucoup, Janou. C'est un réel plaisir de participer à ce webinaire aujourd'hui. Je remercie tout le monde qui a accepté notre invitation. Tu m'as déjà très bien présenté, je t'en remercie. Je suis en effet candidate au doctorat à l'Université de Montréal et cette recherche a été effectuée au CRIR et à l'IUR-DPM. Je tenais effectivement à remercier tout le soutien financier que j'ai reçu, reconnaître tout le soutien financier que j'ai reçu dans le cadre de mon projet doctoral, mais également vous remercier mes très chers partenaires, donc Execo et la clinique Parents Plus, qui a permis de rendre ce doctorat possible. Donc, je passe maintenant la parole à nos prochains conférenciers invités. Merci. Merci beaucoup, oui. Donc, ça serait à ce moment-ci qu'on vous demanderait pourquoi vous avez accepté notre invitation aujourd'hui. Donc, on va commencer par Isabelle. Oui, ben, bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'ai accepté parce que ben, c'est vraiment important de parler de la réalité des mamans et des papas en situation de handicap. Une réalité à la fois particulière, à la fois une réalité compatible avec tous les parents. Personnellement, finalement, je suis maman monoparentale de 2 enfants. Un grand garçon qui aura bientôt 5 ans et une petite fille qui aura bientôt 2 ans. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. On va revenir évidemment plus tard à vos parcours. Donc, Louis-Éric, est-ce que tu voudrais aussi te présenter brièvement et nous dire pourquoi tu as accepté notre invitation aujourd'hui? Oui, hello. Ouais, moi c'est Louis-Éric. Je suis tétraplégique depuis 8 ans suite à un accident de moto. Je suis papa de 2 petites filles, une de 4 ans, que c'est sa fête aujourd'hui, et une autre qui vient d'avoir 11 jours, tout nouveau, tout beau. Ça explique là, les cernes en dessous des yeux un petit peu. Moi, j'ai été en contact avec la clinique Parents Plus avant même de sortir de la réhabilitation, étant donné que j'allais emménager chez mon frère qui avait un petit bébé. Je voulais l'aider le plus possible. Puis là, par la suite, je suis retourné avec la clinique Parents Plus pour ma fille de 4 ans. Et je suis retourné une troisième fois là, pour ma dernière. Donc, je suis un client routinier. Et étant donné que j'ai tellement eu de bons services, soutien, support avec la clinique Parents Plus, là, pour moi, c'est important là, de partager mon expérience à qui veut bien l'entendre et ceci est une bonne méthode pour le faire. Super, bien merci. On va avoir effectivement l'occasion d'en entendre plus et bonne fête à ta petite fille Ouais, elle est de bien 4 ans contente. aujourd'hui. Donc, on pourrait passer à notre prochain conférencier invité qui est Simon. Si tu veux te présenter brièvement et nous dire qu'est-ce qui t'a motivé à accepter aujourd'hui notre invitation. Bonjour, moi c'est Simon. Je suis papa de 2 garçons. J'ai eu un accident en 2012 et qui m'a rendu paraplégique. Mon premier coco avait déjà 2 ans à mon accident et mon plus jeune avait 7 jours. Puis la raison pourquoi je suis ici aujourd'hui, parce que je pense que c'est vraiment important de parler des côtés positifs, des côtés négatifs, puis que si ça peut faciliter le processus pour certaines autres personnes, ben ça va être ma façon de remettre pour les autres. Super, bien, merci beaucoup pour ta présence aussi. Puis notre dernière conférencière invitée, c'est Marjorie Onos. Bonjour tout le monde. Il y a 10 ans, j'ai eu un accident de voiture. Je suis devenue paraplégique. C'est d'ailleurs là où j'ai rencontré Simon en réadaptation. Mon fils avait 16 mois et j'étais son seul parent. Et moi, ça faisait déjà 15 ans que je faisais de la recherche et de la clinique en tant que psychologue, chercheur et aussi gestionnaire auprès de parents qui ont une déficience intellectuelle. Alors, j'avais déjà à cœur de promouvoir que la parentalité à part entière existe, peu importe nos circonstances physiques, cognitives ou au niveau de la santé mentale et tout ça. Alors, c'est comme si ça m'a donné un deuxième souffle pour dire que la parentalité, il faut en parler, il faut
qu'on le reconnaisse. Alors, moi, je suis très excitée d'être ici, puis j'ai bien hâte à écouter tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Bien, merci beaucoup, puis merci à toi aussi pour ton apport dans tout ça. Puis merci aussi d'être présente dans la discussion là, en tant que pour faire une veille s'il y a des commentaires qui passent pendant la présentation. Donc, on va passer maintenant à la présentation des partenaires des organismes, en commençant par Execo. Donc, comme je vous avais dit un peu plus tôt, c'est à cet organisme-là que je travaille en tant qu'agente de défense collective des droits pour le dossier parentalité en situation de handicap. Donc, Execo, on est un organisme communautaire qui fait la défense collective des droits pour les personnes qui ont une déficience motrice. Donc, on est motivé par le souhait de bâtir une société inclusive, puis ça, bien, ça passe par l'accessibilité universelle. Donc, notre organisme adopte une gestion participative, puis on vise l'éducation populaire aussi, donc par, pour et avec les membres. On a 5 dossiers thématiques en défense collective des droits. Alors, il y a celui de l'habitation, celui de la santé et des services sociaux, celui de la vie municipale à la Ville de Montréal, le transport et la parentalité en situation de handicap. Puis, on a également un service qui s'appelle Auxili. Puis, ce service-là vise à jumeler les personnes qui reçoivent des services de soutien à domicile avec les personnes préposées qui sont habilitées à offrir différents types de soutien à domicile et qui sont embauchées à travers le chèque emploi-service. Donc, je vous ai mis aussi les coordonnées dans le chat si vous souhaitez nous contacter plus tard. Alors, si on va plus spécifiquement à la thématique de parents en situation de handicap, qui est subventionnée par la Fondation Saputo, c'est une thématique quand même récente chez Execo. Elle a été déployée en 2018 parce qu'on a eu une sensibilisation des problèmes qui étaient vécus par les parents en situation de handicap. Puis, il y a un comité qui a été créé. Donc, c'est ce qui a permis de faire des discussions autour des difficultés, de l'accès aux services de santé, des perceptions sociales et du transport. Puis, c'est ça qui a soulevé le désir de se mobiliser particulièrement par rapport aux parents en situation de handicap. Donc, je vais vous parler dans les prochaines diapositives des actions qu'on a effectuées au sein de cette thématique-là depuis qu'elle est mise sur pied. Alors, on a participé à des projets de recherche qui ont été déposés, entre autres s'attaquer aux injustices reproductives avec la Fédération québécoise du planning des naissances. Puis, Execo s'impliquait pour parler spécifiquement des grossesses en situation de handicap et de tout ce qui peut se rattacher aux problèmes, aux barrières liées à ça. On s'implique aussi dans un projet identification des facilitateurs et des barrières dans le transport adapté chez les parents en situation de handicap. Donc, c'est un projet qu'on a lancé l'an dernier. Ensuite, on pourra aussi éventuellement faire partie d'un projet de recherche sur la sensibilisation du personnel médical à travers le Canada, encore une fois pour les parents en situation de handicap. Puis, bien sûr, on est impliqué dans la recherche qui fait l'objet de la présentation aujourd'hui, dont Evelina va vous partager les résultats un peu plus loin. Les revendications principales qu'on fait dans le dossier parents en situation de handicap, ça porte premièrement sur l'ajustement du transport adapté selon les besoins des parents en situation de handicap, puis auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux pour obtenir du soutien pour les parents en situation de handicap, mais spécifiquement dans l'exercice de leur rôle parental dans le soutien à domicile, parce que pour l'instant, c'est rare de pouvoir avoir du soutien pour les tâches reliées à l'enfant. Les heures qui sont attribuées, c'est plus spécifiquement lié aux besoins du parent en tant qu'individu. Donc, ce qu'on revendique, c'est qu'il y ait aussi des heures liées aux tâches parentales. Puis, on fait aussi partie d'un comité de patientes partenaires avec le CHUM qui vise à mieux adapter, avec l'aide d'expérience des mamans en situation de handicap, tout ce qui est en lien avec l'accouchement, le suivi de grossesse, tout ça, là, vraiment pour que ça soit plus adapté.
Puis, on a rédigé des mémoires en 2019 qui ont été présentées respectivement à la Commission spéciale sur les droits des enfants et de la protection de la jeunesse, suite au constat que la DPJ ne tient pas compte des réalités des parents en situation de handicap dans les évaluations qui sont faites. Donc, on ne tient pas compte des différentes adaptations qui peuvent être faites. Puis, aussi, on a fait un mémoire à la consultation publique sur la réforme du droit de la famille pour que la parentalité en situation de handicap soit reconnue dans cette réforme-là. Parce que, comme on a dit à plusieurs reprises, c'est un sujet auquel la population en général ne pense même pas. Donc, on a également participé à la conception de la trousse Tous parents avec l'Association québécoise des personnes de petite taille. Puis, cette trousse-là comprend des capsules vidéo et un guide sur la parentalité en situation de handicap. Alors, pour l'année qui vient juste de commencer, là, nous, on a une année financière de avril à mars. Donc, pour cette année, nos priorités, c'est de poursuivre nos collaborations avec le milieu de la recherche et avec le CHUM, de poursuivre nos revendications en lien avec le transport adapté et le soutien à domicile, mais aussi de sensibiliser les organismes familles aux réalités des personnes en situation de handicap et plus particulièrement des parents pour que leurs activités et leurs lieux soient plus accessibles. Puis ensuite, on souhaite développer un service de référence. On souhaite aussi interpeller les universités pour que les réalités des personnes en situation de handicap aient un espace dans le cursus scolaire, notamment en travail social puis en sexologie, pour encore une fois un peu démystifier la réalité des parents en situation de handicap. Puis on veut aussi interpeller le ministère de la Famille sur l'accessibilité des CPE, qui est en ce moment, la situation est assez déplorable. On ne sait même pas quels CPE sont accessibles ou non. Donc, c'est nos priorités pour l'année. Donc, je vais terminer ma brève présentation ici. Puis, juste en terminant, je voulais vous parler du comité des parents en situation de handicap. Alors, s'il y a des parents qui sont dans la région de Montréal, qui ne sont pas encore membres de Execo, ben, vous pouvez vous joindre à nous. Parce que, en fait, le rôle de ce comité-là, c'est de partager les vécus, les enjeux, les réalités, mais aussi d'orienter les actions effectuées en lien avec la thématique, puis de définir les objectifs et les priorités annuelles. Donc, les priorités que je viens de vous présenter, ça a vraiment été déterminé avec des membres qui vivent ces réalités-là. Alors voilà, bien sûr, c'est un résumé, mais n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions plus précises ou si vous souhaitez plus de détails sur notre organisme ou sur le comité. Puis, je vais passer désormais la parole à Véronique Gilbert, qui est ergothérapeute et coordonnatrice professionnelle à la clinique Parents Plus. Merci, Janou. Alors, bonjour tout le monde. Très contente, moi aussi, de voir une si grande participation pour ce sujet qui me tient à cœur, bien sûr, la parentalité en situation de handicap. Alors, je vais prendre quelques minutes pour vous parler brièvement de la clinique Parents Plus. La clinique Parents Plus est une clinique dans le fond du réseau de la santé là, qui est au CIUS, centre-sud de l'île de Montréal. Plus spécifiquement là, au centre de réadaptation Lucie Bruno. Donc, on a mis les coordonnées pour accéder à notre site Internet. Je crois qu'il va être dans le chat aussi, là, si je ne me trompe pas, à la fin. Donc, la clinique Parents Plus, en fait, la raison d'être de la clinique Parents Plus, c'est vraiment de permettre aux parents de jouer leur rôle de parent, en fait, pour favoriser leur autonomie puis d'offrir un contexte sécuritaire. Fait que c'est vraiment là, de soutenir et d'accompagner là, toute personne ayant une déficience physique là, qui a un impact là, dans l'accomplissement là, des soins à donner là, pour leur rôle parental. En fait, on s'adresse à tous, là, tous parents ou futurs parents, grands-parents d'un bébé. Dès qu'il y a, comme je disais, là, en fait, un diagnostic en déficience physique, là, toute personne qui est admissible là, au centre de réadaptation en déficience physique là, peut recevoir des services à la clinique Parents Plus. Puis, on a une couverture pour l'ensemble de la province du Québec. On travaille avec des ergopartenaires là, pour desservir tous les clients là, pour le grand territoire.
Alors, si on continue, en fait, l'offre de service, c'est... alors, présentement, l'offre de service à la Clinique Parents Plus, c'est vraiment de l'évaluation, mais aussi de l'intervention en ergothérapie. Des ergothérapeutes spécialisés dans le rôle parental là, qui travaillent que cette habitude de vie-là, là, qui est la parentalité. Développement d'équipements spécialisés, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais beaucoup d'équipements spécialisés pour le rôle parental aussi ont été développés là, au cours des dernières années. Puis, suivi de 0 à 2 ans, en fait, on suit les parents là, jusqu'à ce que l'enfant ait 2 ans, mais en ce moment, il y a un projet pilote pour les 2 ans et plus. C'est un besoin que la clientèle nommait depuis plusieurs années. Donc, cette année, là, on est en train d'essayer là, par un projet pilote là, pour intervenir là, après le 2 ans. Alors, qui sommes-nous, la Clinique Parents Plus? En fait, je crois qu'on peut dire que la clinique est vraiment, chef de file en parentalité, un peu un leader là, au niveau de la parentalité là, de la communauté médicale clinique. Je pense qu'on peut dire ça. Ça existe depuis 25 ans maintenant, la Clinique Parents Plus. Actuellement, on a 6 ergothérapeutes spécialisés là, en rôle parental, donc des ergothérapeutes créatifs qui ont vraiment à cœur l'autonomie du parent, puis qui sont très rigoureuses. Là, on a vraiment le souci de la sécurité dans l'ensemble de nos interventions là, en lien avec l'enfant. Donc, c'est créativité et rigueur là, qui vont de pair à la Clinique Parents Plus. En fait, il y a une expertise dans l'analyse des soins à l'enfant qui a été développée à la clinique avec les ergos, en collaboration aussi avec la recherche. Donc, vraiment, permettre aussi de soutenir un accompagnement personnalisé là, selon les besoins des parents. Là. C'est vraiment du sur-mesure là, spécifique à la problématique, en lien avec l'enfant, dans l'environnement. Là, c'est vraiment sur mesure selon les besoins des parents. Puis, dans le temps aussi, comme je disais, on est là jusqu'aux 2 ans là, et plus là, actuellement, mais c'est de s'adapter puis de s'ajuster au fur et à mesure du développement de l'enfant. Collaboration active avec la recherche. Madame Bottary m'a parlé au début, là, depuis près de 10 ans. Hein, je crois qu'on a une très belle collaboration clinique recherche, on peut dire unique, très prolifique aussi. Puis, justement, le webinaire d'aujourd'hui, là, c'est c'est le fruit de cette belle collaboration-là. C'est une des choses qu'on travaille ensemble. Donc, voilà, ça fait le tour de ce que je voulais vous parler. J'ai peu de temps, j'essaie d'aller vite. Puis, comment la clinique Parents Plus peut aider? En fait, comme je disais, les ergothérapeutes, là, il va vraiment avoir de l'évaluation personnalisée des besoins des parents spécifiques à chaque situation. Ils vont explorer aussi des stratégies adaptées puis personnalisées, là, des façons de faire différentes. Ils peuvent proposer des changements dans l'environnement, dans la façon de donner les soins là, qui va être regardé puis qui va être travaillé avec le parent. Il va avoir bien sûr souvent de la recommandation d'équipements adaptés spécifiques au rôle parental, puis spécifiques aussi à la problématique du parent puis à ses besoins précis. Puis, je n'ai parlé brièvement, là, mais pour desservir l'ensemble de la province de Québec, on doit travailler en partenariat avec des ergopartenaires. Donc, on avait le souci d'offrir un service qui était la même qualité puis donner pas mal la même offre de service à l'ensemble du Québec. Donc, on travaille là, depuis plusieurs années toujours avec un ergopartenaire, que ce soit au CLSC, au CRDP, on a de la clinique privée, mais vraiment, c'est comme une extension un petit peu, puis l'ergo sur place peut faire les visites à domicile puis à travailler en équipe avec l'ergothérapeute spécialisé de la clinique Parents Plus. Depuis printemps 2022, donc tout près, on a une nouvelle offre de service qui s'est ajoutée, qui est les groupes à la clinique Parents Plus. Donc, on a commencé avec le groupe accueil, puis va s'en suivre là, dans le courant de l'année et la suivante, là, des groupes plus d'intervention et aussi de soutien. Puis, on est en démarche actuellement, démarche en cours pour bonifier l'offre de service. Là. J'ai parlé tout à l'heure qu'on écoutait aussi là, les parents, ce qu'ils nommaient et tout ce qu'on entendait sur le plus de 2 ans, mais il y a aussi sur augmenter l'offre de service avec l'ajout d'autres professions à la clinique Parents Plus. Donc, c'est en cours en ce moment, là, les démarches en lien avec cet ajout-là pour bonifier l'offre de service à la clinique Parents Plus. Donc, brièvement, je tenais juste à imager un peu, là, on parle d'équipements spécialisés, là, qu'est-ce que ça peut ressembler. Donc, je vous invite à
aller consulter le répertoire. Les ergos de la Clinique Parents Plus ont travaillé à développer un répertoire des aides techniques de l'ensemble de ces équipements-là qui ont été faits sur mesure au cours des dernières années. Puis, il y a aussi des vidéos là, de chacun des équipements qu'on peut voir comment l'utiliser. Donc, que ce soit pour les soins au lit, un lit adapté, comment on déplace l'enfant quand il se tient la tête, il ne se tient pas la tête, le tronc. On a vraiment plein d'équipements spécialisés là, pour l'ensemble des soins là, qui ont été développés. On voit notre lit là, comme au début, on voit aussi notre coussin voyageur là, à droite du lit. Le parc adapté, on voit un équipement aussi là, sur la première ligne pour changer la couche, là, pour retenir l'enfant qui ne veut pas toujours se faire changer de couche. On a un Moïse, on a une desserte qu'on appelle pour déplacer l'enfant dépendamment de l'âge. Et bien sûr, un bain adapté là, pour diminuer là, l'ensemble des difficultés reliées à cette tâche qui est le bain. Je pense que j'ai plus une minute, donc j'avance les mots avant que Janie me le dise. Donc, je vous invite à aller consulter sur le répertoire les vidéos et tout là, pour en savoir plus. Puis, on a mis aussi les coordonnées pour la clinique là, si vous avez peu importe quelle question. Donc, merci de votre écoute. Puis, je cède la parole à Evelina. Hein, je crois que c'est Evelina, moi, qui me suit. Donc, ben, merci beaucoup pour ta présentation. C'est vrai que c'est peu de temps, mais ça va laisser les gens aller te consulter pour plus de détails. Donc, on passe maintenant à la présentation des résultats de la recherche. Donc, vous allez voir qu'il y a déjà des questions qui vous viennent et on voit que c'est déjà dans le chat, mais je vous encourage vivement à les mettre aussi dans la section questions-réponses qui est prévue à cet effet-là parce que probablement qu'il y en a beaucoup qui vont vous venir durant la présentation. Donc, ça va être plus simple pour nous dans la section questions-réponses. Merci. Merci beaucoup, Janou, et aux autres conférenciers et conférencières invités d'avoir pris la parole jusqu'ici. Donc, comme il a été mentionné plus tôt, les résultats qui seront partagés aujourd'hui s'inscrivent dans le cadre de mon doctorat en sciences de la réadaptation à l'Université de Montréal sous la direction de professeure Carolina Bottary. Il s'agit d'un projet de recherche qui a été approuvé par le comité d'éthique du CRIR et le CRIR, c'est le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain. Pour s'introduire au sujet du jour, soit la parentalité en situation de handicap, notre équipe tenait à vous rappeler qu'être parent est un droit qui touche plusieurs personnes en situation de handicap, mais qui est toutefois souvent oublié. En effet, c'est un droit qui est reconnu par l'article 23 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'Organisation des Nations unies, une convention que le Canada a ratifiée en 2010. À l'intérieur de cette convention, on peut notamment y lire « Les États parties prennent des mesures efficaces et appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des personnes handicapées dans tout ce qui a trait au mariage, à la famille, à la fonction parentale et aux relations personnelles sur la base de l'égalité avec les autres. » Malgré qu'on manque de statistiques québécoises sur le sujet, une première étude en Ontario en 2017 chiffrait qu'une grossesse sur 8 était celle d'une femme en situation de handicap. Une grossesse sur 8, ça représente 13% de toutes les grossesses. Donc, alors qu'on pense encore à tort que la parentalité en situation de handicap est un phénomène rarissime, cette première étude ontarienne démontre le contraire. Et c'est un droit qui touche plusieurs personnes, mais qui est toutefois souvent oublié. Et pour une des rares publications québécoises, donc dans son récent portrait des politiques publiques, l'Observatoire des tout-petits indique qu'en soutien aux familles, on suggère d'instaurer des mesures qui s'adressent aux familles ayant un parent handicapé. C'est donc dans ce cadre-là que notre projet s'inscrit et nous avons identifié 3 objectifs de recherche qui sont interreliés. Notre projet, à nous, s'intéressait particulièrement à la petite enfance, soit la période 0-5 ans de l'enfant. Notre premier objectif était donc d'explorer les besoins des parents ayant une déficience physique et des enfants d'âge préscolaire, d'explorer les services et les ressources qui leur étaient disponibles et finalement d'explorer les solutions pour optimiser les services et les ressources
et finalement répondre ou mieux répondre à leurs besoins. Pour recueillir différents points de vue et expériences vécues, on s'est intéressé à 5 groupes différents qui constituent nos participants de recherche, soit des parents, des proches ou leurs conjoints, des cliniciens en réadaptation, des organisateurs communautaires et des chercheurs. Dans le cadre de ce projet-ci, nous avons recruté des parents qui avaient particulièrement une déficience neurologique, c'est-à-dire une condition diagnostiquée qui peut affecter le cerveau, la moelle épinière ou les nerfs. Et dans le cadre de notre projet, tous les participants ont donné leur consentement pour participer et leur confidentialité a été préservée. Pour nous permettre de répondre à nos objectifs de recherche, nous avons réalisé une méthodologie dite une recherche qualitative exploratoire. On a commencé par recruter des participants, c'est-à-dire que pour participer, les personnes devaient être concernées par la parentalité en situation de handicap, que ce soit à un niveau très personnel ou professionnel, par exemple en étant en contact avec des parents en situation de handicap dans le cadre de leur quotidien, de leur travail ou de leur recherche. Les participants de notre projet ont été recrutés au moyen de lettres d'information, de courriels d'invitation, de réseaux sociaux et de bouche à oreille. Et enfin, nous avons recueilli leurs données sociodémographiques pour dresser un portrait des participants de notre projet. Nous avons ensuite réalisé des groupes de discussion focalisés qui réunissaient des personnes qui partageaient une réalité commune, c'est-à-dire un groupe de parents, un groupe de proches, un groupe de cliniciens, etc. Chaque groupe était constitué de 5 à 8 participants chacun, durait environ 1h30, était enregistré et animé par moi-même et une co-animatrice, soit Marjorie, qui est ici présente. Nous comptions aussi sur la présence d'un ou d'une observatrice qui notait les points clés durant le groupe et qui s'assurait que les propos du groupe ont été bien entendus et résumés. Enfin, lorsque les participants étaient intéressés de participer à notre projet, mais que ce n'était pas possible de participer en un groupe, des entrevues individuelles ont aussi été proposées et une compensation financière a été offerte aux participants. Tous les groupes et les entrevues ont ensuite été réécoutés et retranscrits intégralement pour avoir une vue d'ensemble de toutes nos données recueillies. Notre équipe s'est affairée à dégager les thèmes communs qui sont ressortis de l'ensemble de nos données à l'aide de ce qu'on appelle une analyse thématique des données. Et pour ce faire, on a eu presque autant de plaisir que le petit garçon en bas à droite pour analyser nos données et faire ressortir les thèmes communs. En termes de résultats de recherche, notre projet s'est déroulé entre 2020 et 2021, ce qui veut dire qu'en contexte de pandémie de COVID-19, un seul groupe a été réalisé en personne, mais toutes les autres données de recherche ont été recueillies virtuellement, un peu comme aujourd'hui, au moyen de l'application Zoom. Au total, ce sont 35 personnes participants que nous avons interrogées, soit 8 parents en situation de handicap, 5 proches qui étaient en fait leurs conjoints-conjointes et donc aussi parents eux-mêmes, 8 cliniciens en réadaptation, 7 organisateurs communautaires et 7 chercheurs. À noter que les parents en situation de handicap avaient différentes conditions, dont environ le tiers étaient neuromusculaires ou progressives. La majorité des parents interrogés avaient 2 enfants, avaient leur situation de handicap avant la naissance de leur dernier enfant et utilisaient une aide à la mobilité au quotidien. D'autres parents sont devenus en situation de handicap après un accident ou une condition qui a été diagnostiquée à l'âge adulte. Au total, ce sont près de 13 heures d'enregistrement que nous avons recueillis et rigoureusement analysés. Nous avons identifié 5 thèmes comme étant importants à travers nos 5 groupes de participants. Et dans les diapositives qui suivent, je vais tenter d'illustrer chacun des thèmes à partir de propos particulièrement évocateurs formulés par l'un de nos participants. Ce sont des propos de parents et de participants autres que ceux de nos conférenciers invités d'aujourd'hui que vous aurez l'occasion d'entendre. Le premier thème de notre recherche est intitulé comme suit, soit l'importance de reconnaître
socialement la parentalité en situation de handicap et de sensibiliser le public. Une participante de notre projet nous a dit ceci. Il faut normaliser le handicap dans la société. Il faut parler du handicap. Il faut montrer que les personnes en situation de handicap sont là, qu'elles existent, qu'elles évoluent, parler de leur sexualité, parler du fait qu'elles peuvent être parents, qu'elles peuvent travailler, tout ça. Je pense qu'un programme destiné aux parents est nécessaire, mais il faut aussi qu'on interroge profondément la façon dont notre société regarde le handicap. Donc, essentiellement, en termes de barrières, les participants de notre projet nous ont indiqué qu'il y avait un manque de reconnaissance sociale de leur statut en tant que parents. Les participants nous ont indiqué que c'était un sujet encore trop souvent tabou pour lequel il y avait une stigmatisation, des préjugés, des attitudes négatives, comme par exemple le fait de les dissuader de devenir parents. Certains ont nommé qu'il y avait une méconnaissance de la parentalité en situation de handicap, ce qui peut conduire à des attentes irréalistes ou encore des pratiques jugées discriminatoires. De l'autre côté, un peu peut-être comme on tente de faire aujourd'hui, les participants ont invité à sensibiliser le public en général à la parentalité en situation de handicap, c'est-à-dire au moyen de différentes initiatives pour promouvoir la visibilité des parents en situation de handicap, d'accroître les connaissances sur la parentalité en situation de handicap, d'adopter une approche intersectionnelle pour promouvoir la participation sociale des parents. Pour notre deuxième thème, il s'intitule « Avoir des programmes et des politiques publiques en soutien aux familles ». Une autre participante de notre projet nous a mentionné ceci. Dans les programmes et services que le gouvernement développe, il n'y a presque rien autour du parent en situation de handicap. Il y a beaucoup de services de soutien pour les parents qui ont des enfants en situation de handicap. Mais on ne pense pas que ces enfants en situation de handicap, un jour, ils vont devenir parents, puis ils auront besoin de services. En d'autres mots, les participants de notre projet nous ont indiqué que les programmes et politiques publiques étaient peu inclusifs à l'égard de leur parentalité et qu'il y avait un manque de soutien financier et un manque de financement en général qui était spécifique à la parentalité. Que ce soit en termes d'enjeux importants au niveau des milieux de garde, des finances, du soutien à domicile. Nos participants ont souligné que les parents étaient exclus même de certaines formes de soutien gouvernemental en raison de leur statut civil, sous-tendant en quelque sorte que leur conjoint ou conjointe compensait financièrement ou humainement pour leurs besoins en tant que parents. Parfois, la définition étroite de certains critères d'éligibilité les rendait inéligibles à recevoir du soutien pour leur famille. Et parfois même, c'était la nature même de leur situation de handicap qui était contestée pour avoir du soutien, c'est-à-dire une offre de service qui était prévue pour des parents qui avaient des besoins davantage physiques que cognitifs. Les participants nous ont aussi mentionné qu'il y avait des disparités entre les régions à travers le Québec pour recevoir du soutien pour leur famille. Et tout ceci, bien sûr, vous pouvez imaginer que ça occasionne que les parents doivent continuellement se justifier leurs besoins et demander à nouveau du soutien. Pour tenter de renverser cette tendance, les participants avaient plusieurs solutions à nous proposer. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut interroger nos différents programmes publics existants et réfléchir comment est-ce que les parents en situation de handicap vont être desservis? Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi se prévaloir d'une reconnaissance ministérielle de la parentalité en situation de handicap et prévoir un programme de financement qui leur est dédié, que ce soit au moyen d'une allocation parentale ou encore d'un budget spécialisé pour les équipements destinés aux parents? Pour notre troisième thème, on l'illustre de la façon suivante, c'est-à-dire d'avoir des programmes cliniques financés par des fonds publics. Donc, un père nous a dit ceci. J'ai encore accès à des services de réadaptation, mais je veux dire, à peu près rien n'est axé sur le rôle parental pour m'aider, puis avoir toute l'indépendance que je voudrais avoir avec les enfants. Donc, ouais, je dirais, quel service? Je veux être un père à part entière. Je veux avoir mon rôle. Je veux être capable de prendre part aux soins des enfants et pas juste dire c'est ma conjointe qui va s'en occuper.
Un peu de façon similaire, une autre mère nous a indiqué « On dirait qu'on passe notre vie à donner des coups d'épée dans l'eau en attendant que quelqu'un, par miracle, se décide à nous aider. » Et ça pouvait engendrer des situations d'épuisement et des situations à risque pour les parents et leurs familles. Donc, malgré la présence de certains services, comme la clinique Parents Plus que vous avez entendu, nos participants ont mentionné qu'en général, il y avait un manque de services ou une discontinuité, que parfois le manque de connaissances pouvait alimenter certains préjugés, que les informations spécifiques à la parentalité en situation de handicap étaient trop souvent difficiles à accéder et que le soutien humain, lui, à domicile, était limité. En d'autres mots, les participants nous ont mentionné qu'il y avait présence de longs délais, que ce soit entre la réadaptation interne et externe, entre les différents programmes, entre les épisodes de soins. Ils constataient aussi qu'il y avait un manque de coordination entre les différents services, un manque de connaissances même sur les services existants, comme Parents Plus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas toujours été référés au bon moment vers le programme. Un manque de ligne directrice à l'attention des parents en situation de handicap et parfois, malgré toute leur bienveillance, un manque de formation du personnel pour intervenir auprès de ces familles. Le sentiment littéralement de tomber entre deux chaises, ne sachant pas vers qui ou vers quoi se tourner pour obtenir du soutien au moment opportun et plus particulièrement pour la période 2 à 5 ans de leur enfant. En ce qui concerne le soutien à domicile, des participants ont signalé recevoir du soutien pour leurs besoins individuels, mais que du soutien pour leur responsabilité parentale était difficile à obtenir et surtout à maintenir dans le temps. Ce manque de soutien pouvait bien sûr se répercuter sur la santé des parents, leur planification familiale, leurs congés parentaux, leur vie familiale en général et leur retour au travail s'il y a lieu. D'autres participants se sont montrés critiques que des intervenants de la direction de la protection de la jeunesse soient interpellés devant le manque important, selon eux, de services cliniques qui répondent à leurs besoins durant toute la période de leur rôle parental. Malgré ces barrières, les participants ont encore une fois fait preuve d'ingéniosité et proposé plusieurs solutions. Les services cliniques étaient vus comme étant essentiels, c'est-à-dire d'avoir à la fois des services dits généraux, mais aussi spécialisés pour le rôle parental. L'idée d'avoir un continuum de soins qui serait continu, comme c'est déjà le cas pour d'autres populations, était vue comme étant une idée prometteuse, puisque les besoins des parents et des enfants sont évolutifs et que ces besoins-là vont de la grossesse à une parentalité à plus long terme. L'idée aussi d'offrir des opportunités de formation aux cliniciens et aux étudiants qui deviendront les cliniciens de demain a été aussi suggérée. L'idée de revoir certains programmes ou certains critères d'accès et de prévoir une offre de service, notamment pour les parents qui rencontrent des barrières géographiques. De s'assurer de discuter de parentalité avec les personnes en situation de handicap, incluant durant leur séjour en réadaptation, et finalement, l'importance d'offrir du soutien à domicile durant toute la période de la petite enfance. Pour notre 4e thème, on l'intitule « Avoir du soutien assurant le développement de l'enfant et le bien-être de la famille ». Donc, une conjointe qui est aussi mère nous a mentionné ceci. Quand mon conjoint est sorti de l'hôpital, j'avais demandé de l'aide psychologique aussi pour mes enfants, parce que mes enfants ont connu un papa qui marche. C'est beaucoup de changements et d'adaptation pour eux aussi. Mais comme ils sont en âge préscolaire, ce que je me suis fait dire, c'est qu'ils vont avoir très peu de souvenirs en vieillissant de leur père qui marchait avant. Ma fille, on le voit qu'elle a des traumatismes par rapport à ça. Donc, en âge préscolaire, il n'y en a pas d'aide. Je trouve qu'il manque d'encadrement, il manque quelque chose. Essentiellement, les participants nous ont dit qu'ultimement, leurs besoins, ce sont ceux de leurs enfants, que ce soit en termes de soins, d'éducation, de loisirs, de sport, d'où l'importance d'avoir une approche familiale. Le manque de soutien familial, ça pouvait créer des expériences négatives au sein des familles, un déséquilibre. Et plusieurs ont rapporté avoir demandé du soutien familial, mais sans succès.
Pour renverser cette tendance, les participants nous ont dit l'importance d'aligner les besoins des parents et des enfants au moyen de différentes initiatives, que ce soit peut-être comme des services psychologiques, comme les propos précédents le mentionnent, mais peut-être aussi au travers d'ateliers pour les parents pour développer leurs habiletés, des groupes de soutien incluant pour les conjoints et les proches, des lignes d'écoute, des initiatives bénévoles et communautaires, du répit subventionné. Tous ces exemples tendent à réfléchir et démontrer qu'il est peut-être temps de développer de nouveaux services qui sont dédiés aux familles. Et finalement, pour notre 5e et dernier thème, on l'intitule « Pouvoir exercer une parentalité sans obstacle dans la communauté ». Et notre participante a mentionné ceci. Toutes les lacunes en matière d'accessibilité au plan physique ou architectural, on les retrouve quand tu es parent. Parce que les parents en situation de handicap vont aller reconduire leur fils au CPE. Quand tu rajoutes un critère accessible au fauteuil roulant pour trouver un CPE, tu as besoin de te lever de bonne heure. Commence ta recherche quand tu as 20 ans, même 5 ans avant ta grossesse pour en trouver un. Souvent, les parents se heurtent à des problèmes d'accessibilité aussi dans les écoles, toute la question des parcs. Quand on parle le manque de connaissances, le manque de reconnaissance du rôle de parent, ça amène aussi parfois les parents à devoir se défendre. Donc, en termes de barrières, les participants ont illustré que les environnements accessibles étaient difficiles à repérer et à utiliser. Ils ont également nommé qu'il y avait des enjeux au niveau du transport, incluant le transport adapté. Donc, quand on parle d'environnement accessible, toute la question qui touche l'accessibilité à domicile, des logements locatifs qui sont accessibles et assez grands pour toute une famille, dans la communauté aussi, donc les garderies, les CPE, les parcs, les groupes d'entraide, les organismes familles, les magasins pour enfants. La difficulté de repérer ces lieux accessibles devant le manque de répertoire public, notamment pour les garderies, était vue comme étant particulièrement problématique. Puis, en ce qui a trait au transport adapté, il y avait des enjeux en termes de réservation, de faisabilité, des demandes physiques qui étaient requises pour transporter et installer un siège d'auto pour enfants. Finalement, en termes de solutions, les participants ont évoqué l'importance de rendre les services accessibles pour les parents, peut-être au moyen d'avoir certaines listes, par exemple, de garderies accessibles, de prévoir une flotte de sièges d'auto, d'offrir une aide humaine dans le transport adapté pour la famille, la possibilité de réserver un transport adapté pour un trajet aller-retour, par exemple, entre le domicile et la garderie, ou encore en cas d'urgence avec son enfant. Bref, d'ajuster le transport adapté aux besoins des parents. En conclusion, notre équipe constate qu'au Québec, il y a eu beaucoup d'avancées pour divers groupes de parents, mais il est maintenant temps de considérer les besoins des parents en situation de handicap. Comme vous avez pu l'entendre, il y a des besoins criants, non répondus, qui touchent notamment la santé, la famille, l'éducation et le transport des familles où il y a un parent en situation de handicap, et qu'il est maintenant temps de mettre en place des actions concertées pour que l'ensemble des besoins soient répondus. Bien sûr, notre équipe va être disponible pour répondre à vos questions et interagir avec vous. Mais pour les personnes qui désirent en savoir plus, nous espérons prochainement que les résultats de notre projet de recherche seront publiés sous la forme d'un article scientifique. Je vous remercie infiniment de votre attention et on est maintenant prêt à passer à notre panel de discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Evelina, pour ton partage et aussi pour ton implication dans ce projet-là. Donc, c'est vraiment intéressant comment c'est complet, là, tout ce que tu nous as présenté, c'est éclairant. Puis, je suis certaine que ça éveille plein de réactions chez les personnes qui assistent au webinaire, qui viennent de plein de milieux. D'ailleurs, on l'a vu dans le chat. D'ailleurs, là, on se rend compte que peut-être que la fonction de questions et réponses n'est pas tout à fait activée pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas à les écrire si vous avez des questions dans le chat. Puis, ça va nous faire vraiment plaisir de vous répondre.
quand ça sera le temps. Donc, comme tu l'as dit, on va passer maintenant à la partie panel. Donc, si je vous demande à tour de rôle, c'est quoi vos réactions en entendant les résultats de la recherche? C'est quoi que vous diriez? Ça a été quoi vos réflexions ou vos questionnements? Ou est-ce que vous êtes reconnu dans les résultats de cette recherche-là? Donc, on peut commencer par Marjorie. Bien, c'est sûr que moi, ça m'a interpellée beaucoup. En plus de ça, j'ai eu l'opportunité et le grand bonheur de faire partie des groupes. Donc, j'ai pu entendre tout ce que les parents disaient de vive voix. Moi, ma situation, je suis devenue parent en situation de handicap, donc après avoir déjà été maman. Le transport adapté, ça s'appelait grand-maman et grand-papa parce que je trouvais que c'était pas très adapté d'utiliser celui qui était public. Alors, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'amenaient un peu partout puis qui amenaient aussi Thomas partout. Puis pour ce qui est des services, ben Thomas avait presque 2 ans quand j'ai eu mon accident, ce qui fait que par en plus, j'ai eu un peu d'aide et puis après, je me suis retrouvée dans un vide. Alors, ça me représente beaucoup et ça m'a beaucoup interpellée même d'être animatrice dans ces groupes-là parce que ça me faisait revivre comme certains souvenirs. Donc, voilà pour moi. Oui, vraiment. Et Louis-Éric, toi, est-ce que ça a été le cas aussi de ton côté? Moi, je n'étais pas parent. J'ai été parent suite à mon accident. Puis j'ai été en contact avec la clinique Parents Plus avant même que j'aie ma première fille. Donc, moi, j'ai même pas eu besoin de chercher de l'aide. Elle est venue à moi avant même que j'aie un besoin, étant donné la circonstance. Donc, non, j'ai pas eu le sentiment de devoir chercher de l'aide. Mais ce qui m'a le plus impacté dans la recherche, c'est vrai que c'est tout ce qui est l'accessibilité. Puis là, je commence à m'en rendre compte parce que ma fille grandit, commence à avoir des activités, l'accessibilité à la piscine, l'accessibilité à l'aréna, l'accessibilité au commerce. C'est souvent ou jamais accessible. Il faut passer par la porte en arrière ou demander à... Je suis chanceux, là, je suis pas lourd, donc j'y arrive à passer par-dessus une ou 2 marches, mais tout ce qui est l'accessibilité au service, la garderie, j'ai une trentaine de garderies à 1 km² proche de chez moi, puis j'en ai pris une à 1,2 parce que c'était la seule qui était accessible en chaise roulante. Donc ça, pour moi, je dirais que ça me touche beaucoup, tout ce qui est accessible. Puis on s'en rend compte quand on voyage. Souvent, il y a des villes qui sont même plus vieilles ou plus coincées que nous, mais qu'il y a toujours un moyen d'atteindre le restaurant ou un commerce. Tandis qu'ici à Montréal, je dirais que c'est mon plus gros problème. Puis ça me touche beaucoup. Ouais. Oui, effectivement, les problèmes d'accessibilité, c'est vrai que c'est majeur, puis c'est pas réfléchi, là. Donc, c'est pour ça, entre autres, que c'est important d'en parler. Isabelle, toi, quelles ont été tes premières réactions quand tu as entendu les résultats de la recherche? Moi, en tout cas, ça parlait beaucoup de ma réalité à moi, en tant que nana sans handicap, on a mis plein de choses que tout le monde a vécu. En fait, le reste d'avoir vécu, les 3 quarts des choses qui ont été nommées, on nous plus, c'est plus intime à la maison. Quand le projet de mon premier bébé était industrialisé, puis je connaissais juste la clinique Parents Plus. Puis j'ai fait un service de cette clinique-là. Par contre, j'ai été rapidement face à mes propres limites. C'est-à-dire que je pensais vraiment que je suis une femme qui fonce, je suis une femme qui a l'habitude de dépasser toutes ses limites. Mais là, j'ai réalisé rapidement que même avec les victimes de Parents Plus, j'avais des limites qui restaient. Donc, avec mon fils,
avec mon premier, j'ai vraiment vécu de multiples deuils au niveau de ma parentalité, au niveau de qu'est-ce que je devais donner comme tâche à d'autres personnes que moi, dans lequel moi je me disais que j'allais pouvoir tout faire. Maintenant, dès là, mon fils a 4 ans et demi, 3 quarts, ma fille elle a bientôt 12 ans. Ce que j'ai vécu, c'est des hauts et des bas. Ce que je dirais, c'est que, effectivement, au niveau de la société, on existe pratiquement pas. J'ai eu des gros soucis avec les transports adaptés, des chicanes même avec les transports adaptés. Ce que je réalise à compte, c'est que peut-être que je n'aurais pas pensé comme ça, mais ce que je réalise, c'est que plus l'enfant vieillit, plus je peux l'accompagner en tant que mère. Donc là, mon fils qui a bientôt 5 ans, on peut enfin prendre pas adopter seul, lui et moi. Enfin, parce qu'il peut enfin embarquer avec juste un petit verre dans le coin, sans l'aide du chauffeur, de façon autonome, en écoutant maman. Il peut assez être autonome pour aider maman lors de nos ou de nos journées. Bref, pour finir, c'est ce que je trouve, c'est que des fois, je peux m'encourager en me disant que la petite garçon, c'est juste 4 ans environ, parce que je suis plus limitée dans mon rôle parental. En même temps, ce que je trouve lourd un peu, c'est qu'effectivement, on aurait besoin d'encore plus de soutien dans notre quotidien. Ouais. Ben, merci pour ton partage. C'est intéressant ce que tu dis. Puis tu dis que tu t'es reconnu dans la recherche aussi. Fait qu'on va pouvoir approfondir un peu plus tard sur les obstacles que vous rencontrez au quotidien, tout ça. Puis toi, Simon, est-ce que quand tu as vu les résultats, quand tu as pris connaissance des résultats de la recherche qu'Evelina a présentée, est-ce que toi aussi tu t'es reconnu au même titre qu'Isabelle et que Marjorie? Ouais, bien sûr, il y a beaucoup de points qui j'ai accroché sur les écoles. J'ai beaucoup de difficultés, là, des rencontres de parents. Souvent, il y a un petit espace pour les notes, puis je prenais le soin de mentionner parents fauteuil roulant, puis c'était pas fait. Moi, dans ma région, les secrétariats sont même pas adaptés, là. Ils ont des marches pour aller au secrétariat. Donc, si un retard ou quelque chose, là, je peux même pas y aller. Fait que ça, je me suis reconnu là-dedans. J'ai aussi, moi, mes garçons, je les ai eus avant mon accident. Donc, j'ai dû faire ma réadaptation avec des jeunes enfants. Moi, j'ai trouvé ça vraiment difficile, là. Les 2 premières années, tu as comme beaucoup de travail à faire sur toi-même avant de pouvoir montrer l'exemple. Ça a été ma difficulté à moi. J'ai aussi eu l'aide de Parents Plus. Ça m'a aidé surtout à devenir autonome là, parce que j'ai eu l'adaptation de mon véhicule plus rapidement, à repasser mon permis de conduire, ça m'a aidé vraiment. Les accessoires comme la bassinette adaptée, ça a été un gros plus pour moi. Les moins, c'est que le reste du système n'a pas suivi. Ça n'a donné pas d'agent payeur. Ça a été long avant d'adapter mon domicile. C'était vraiment ça, les embûches qui ont rendu le fait d'être parent plus difficile puis de pas pouvoir me concentrer à 100% sur eux parce que je devais le faire sur moi. Mm-hmm. Puis justement, je vais enchaîner avec la question suivante parce que tu t'en as parlé un peu, tu es devenu papa avant ton accident, pardon. Puis selon ce que j'ai compris, c'est aussi le cas c'est le cas de Marjorie aussi, puis Louis-Éric, moitié-moitié. Isabelle, toi, tu as toujours été parent en situation de handicap. Est-ce que vous voulez nous parler, on va commencer par toi, Simon, de votre parcours pour devenir parent? Comment ça s'est fait, ou parent en situation de handicap plutôt, comment ça s'est fait, la transition?
vos C'est idées ça, de moi, devenir parent? moi, c'est ça, en fait, là, mon plus jeune, mon plus vieux, en fait, il avait déjà 2 ans quand j'ai eu mon accident. Puis mon deuxième avait 7 jours, j'ai eu mon accident 7 jours après. Fait que, comme il disait tantôt, au premier, on ne sait pas à quoi s'attendre. Au deuxième, on pense qu'on a planifié puis on sait où est-ce qu'on s'en va. Puis pas du tout, là. L'accident arrive, puis ça a été, j'ai pas vraiment profité de la première année de vie de mon plus jeune parce que, comme je dis, il y avait trop de travail sur moi-même à faire avant de. Ça a été difficile. J'ai- c'est ça. Puis, mais aujourd'hui, c'est différent, là. J'ai des petits gars pour changer des lumières que je peux pas faire, là. Comme je dis souvent au monde, moi, je change pas de lumière, mais à ce temps, j'ai mes petits gars qui m'aident beaucoup pour ça, là. Oui. Puis, Louis-Éric, on peut enchaîner avec toi sur ton parcours pour devenir papa? En fait, nous, on a utilisé la méthode in vitro. Puis, ça, ce que moi j'ai trouvé difficile là-dessus, c'est que ça a imposé beaucoup d'étapes à la conjointe et pas sur moi. Fait, dans le fond, là, mon accident a eu un impact, pas sur moi, mais sur ma conjointe. Et ça, j'ai trouvé ça plus difficile à accepter parce que tout ce qui est sur moi, je peux l'endurer, étant donné que c'est sur moi l'accident, mais quand ça l'impact la conjointe, ça, j'ai trouvé ça très difficile là, de devoir passer sur des cycles de piqûres, puis de rendez-vous, puis ça c'était très, très demandant là, comme procédure là, sur elle. Mais sinon, on a passé à travers, puis ça a fonctionné, donc on est bien content là. Ben, super, c'est le fun de voir aussi quand il y a des. C'est récompensant de voir les succès à la fin, malgré les embûches. Ouais. Marjorie, est-ce que tu voulais nous partager un peu ton parcours? Oui, alors moi, j'étais femme très indépendante, donc j'ai décidé de faire un enfant seul par insémination. Et moi aussi, un peu comme Simon, je m'attendais tellement pas à ça. Moi, je voyais ma vie de maman qui allait se dérouler sans embûches ou disons des petites embûches qu'on a l'habitude d'avoir quand on est parent. Et puis, je me suis retrouvée dans un accident de voiture, donc ma vie a comme basculé. Puis comme Simon, les premières années ont été vraiment difficiles parce que je voyais pas trop tu sais, j'en profitais pas. C'était vraiment comme difficile, mais ce que ça a fait, je pense, c'est dans notre famille, surtout entre Thomas et moi, on se dit souvent qu'on est très créatif. On utilise beaucoup d'ingénuité parce que on fait face à des obstacles. Puis comme on veut partager des choses, des activités ensemble, mais il faut toujours comme se dire bien, comment est-ce qu'on va le faire. Donc nous, on est toujours dans la recherche de solutions. On a pris un petit peu peut-être l'attitude de toutes les ergothérapeutes qu'on a eues dans notre famille qui nous ont aidés à ce niveau-là. Et puis, ma sœur a eu 4 enfants. Elle en avait déjà 2 quand j'ai eu mon accident. Elle a eu 2 autres. Et le dernier, je peux dire que j'ai vraiment comme profité. J'ai pu voir qu'est-ce que ça aurait été si j'avais eu le temps de faire ma réadaptation, puis après de devenir maman. Puis j'ai vu comment c'était tellement possible et puis qu'il y a tellement de belles ressources qu'on peut mettre en place. Peut-être pas les services y manquent, mais les ressources ou les façons de faire sont évidemment possibles. Puis ça m'a fait chaud au cœur de pouvoir vivre ça avec mon neveu. Ben c'est intéressant puis c'est inspirant de t'entendre sur les stratégies que tu as utilisées pour passer au-dessus de cette épreuve-là, puis aussi de voir à quel point les enfants aussi s'adaptent aux parents. Donc, merci pour ton partage. Puis Isabelle, est-ce que tu voulais nous parler de ton parcours pour devenir maman? D'accord. Effectivement, mon handicap, c'est le c'est la paralysie cérébrale. Puis j'ai connu une paralysie cérébrale qui limite assez mon corps au niveau du handicapement. Donc, tu sais, mon handicap faisait partie comme tel du projet. Je n'avais comme pas le choix de me rendre compte. Puis je suis une femme très
pratico-pratique, minutieuse, un peu anxieuse, parce que je quitte toutes mes formations, par plus, etc. Donc, je me faisais une image, je me projetais avec une image de ce que ça va être. Et finalement, ça n'a pas été pas tout ce que ça devait être. Parce que, comme je dis, j'ai dû me confronter à beaucoup de deuil en lien avec mes capacités physiques de construire un enfant de 0 à, je dirais, 3 ans, avec des situations, tu sais, quand l'enfant est tout petit, puis qu'il ne bouge pas, je peux être prendre en poids, très vite, moi j'ai des enfants très, très actifs, donc très vite, l'enfant voulait juste bouger, voilà. Puis, la toute deuxième, je ne sais pas si vous l'avez fait par choix, la toute deuxième, c'était une magnifique surprise qui n'était pas prévue par d'autres. La deuxième m'a invité à me pitcher dans l'aventure forte d'une première aventure, mais en même temps, avec tout ce que ça représente, d'être une deuxième fois maman. Donc, la deuxième, voilà, fait que voilà, fait que la deuxième est comme peu de questionnement, c'est juste comme bon, ok, alors. Mais bref, avec le recul, je dirais que on ne peut pas prendre des années pour se pratiquer ou pour être sûr d'être une bonne maman, c'est pas ça. On devient juste maman, on le découvre, on le devient peu à peu. Voilà. Ben, c'est intéressant. Puis aussi, ce que ça m'éveille, c'est à quel point les parcours sont diversifiés. Tu sais, tous vos témoignages, c'est des parcours diversifiés. Puis même toi, Isabelle, tu as eu deux grossesses de façon super différente. Donc, ça me fait penser aussi que les besoins sont tout autant diversifiés. Justement, est-ce que vous trouvez qu'il y a des besoins qui manquent? Est-ce qu'il y a des besoins qui ne sont pas répondus, les plus criants? Est-ce que, Isabelle, tu peux commencer? Oui, mais peut-être que je peux commencer. À ma première grossesse, j'ai eu 40 plus, comme tu sais, qui m'ont beaucoup aidé avec le matériel, avec des rendez-vous pour voir un peu physiquement comment avoir soin de mes enfants, puis comment communiquer avec eux, des règles, étant donné que je ne suis pas capable de physiquement imposer quelque chose comme des règles, comment assurer la sécurité, etc. Par contre, ce qui est intéressant, ce que je découvre en fait, ce que j'ai pu partager, c'est que soit on œuvre en silo, on va très peu de santé mentale, avec l'organisme qui est uniquement au niveau de la réadaptation, moins au niveau de la santé mentale. Puis on n'ouvre peut-être pas assez sur les discussions sur la santé mentale des mamans et des papas en situation de handicap. Donc, à la deuxième concept, j'ai eu la chance d'être suivie maintenant par une équipe multidisciplinaire où j'ai eu non seulement pour faire en plus à l'externe, mais aussi de l'aide au niveau plus psychologique, travail social, de l'aide d'organismes que je connaissais grâce à mes premières expériences, de l'aide de la garderie que j'avais déjà grâce à mon fils, qu'elle ait offert une place pour ma fille. Donc, on dirait que la deuxième expérience a été plus douce,
Parce que, j'étais capable de nommer mes besoins, non seulement en lien avec mon handicap, mais en lien avec ma santé mentale, mais aussi parce que je connaissais les services. J'ai goûté ces problèmes-là qui pourraient un peu défaire les silos, puis aller plus en profondeur pour vraiment comme cerner tous les besoins des parents sans handicap. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, tout à fait. C'est vrai que on sent souvent qu'il y a besoin de plus de concertation puis de collaboration autour des services. Est-ce que il y en a d'autres parmi vous à main levée qui souhaitaient réagir sur les besoins ou qui voyaient d'autres besoins aussi? Marjorie? Ben, pour moi, c'est Louis-Éric en a parlé un petit peu, comme quand il parlait des écoles et tout ça. Moi, je rajouterais les parcs d'enfants. Tu sais, pouvoir aller l'amener dans le parc, là, le sable, c'est pas super pour des roues. Puis de toute manière, le sable, il y a toujours comme une petite marche, fait que j'aurais jamais été capable de remonter seule. Donc ça a été définitivement quelque chose dans les besoins. Mais dans les besoins aussi, puis je pense que ça a été mentionné dans le chat, tout ce qui est au niveau des soutiens psychologiques. Mon fils a eu 6 mois où il a arrêté de parler suite à mon accident. Il a attendu finalement à reprendre la parole quand je suis revenue à la maison. Et puis, sinon, ben, il y a eu de l'anxiété beaucoup qui s'est développée, surtout de l'anxiété de séparation. Fait qu'il était collé à moi pendant des années. Puis ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas. Puis tout ce qui est comme la gestion des comportements. Donc, Thomas avait presque 2 ans. Tous les équipements physiques, j'en avais pas vraiment besoin. C'était pas ça mon besoin. C'était tout le côté psychologique, gérer les comportements de Thomas, parce que le 2, 3, 4, 5 ans a été vraiment pénible là, au niveau des comportements. Donc, c'est là où j'aurais eu besoin d'aide. Même si je suis psychologue, je n'étais pas psychologue de mon fils, alors j'aurais eu besoin d'aide de quelqu'un de supplémentaire. Oui, effectivement, quand tu vis la situation, puis quand tu as une expertise, c'est pas la même chose, hein. Ben, merci pour ton partage. Est-ce qu'il y avait d'autres réactions parmi nos panélistes à propos des besoins? Sinon, on passerait à notre dernière question. Moi, je vais y aller. Simon, oui. Je vais rajouter aussi là, sur l'aide psychologique. Même si mon garçon avait 2 ans, ça l'a traîné un peu jusqu'à l'école. Les premières années d'école ont été difficiles pour au final que c'était son. Il trouvait ça difficile que papa soit pas comme les autres papas. Puis même si on pense qu'à 2 ans, il réalise pas ça, je pense qu'il réalise plus. Puis ça a été quelque chose. On est venu à bout d'avoir de l'aide psychologique, mais ça a été vraiment long. Je pense que si on peut améliorer ça, d'avoir l'accessibilité plus facile à ça, plus rapide, je pense que ça aiderait beaucoup. En tout cas, dans ma situation, là, étant donné que j'ai eu mon garçon avant mon accident. Oui, ben merci pour ton ajout. Puis c'est vrai, ça me fait faire le lien aussi avec ce qu'Isabelle disait du travail en silo, tu sais, dans le sens que le besoin, ça serait vraiment d'une approche plus englobante qui tient compte de tous les besoins. Donc, merci beaucoup pour vos partages suite à cette question-là. Puis, on peut finir sous une note un peu plus positive. Donc, est-ce que vous avez des victoires à partager? Parce que c'est sûr, comme vous avez dit, il y a beaucoup de deuils qui sont liés à votre parentalité en situation de handicap, puis c'est vraiment important d'en parler, mais il y a aussi très certainement des beaux côtés, des victoires ou des choses que vous avez vécues, franchies au-delà de ce que vous pensiez. On peut commencer par Louis-Éric, ça fait longtemps qu'on t'a entendu. Oui, moi, qu'est-ce que je trouve de toute beauté, c'est voir les enfants s'adapter à la situation. Moi, contrairement là, à Simon ou Marjorie ou même Isabelle, là, j'ai eu mon enfant après mon accident et pour elle, c'est la norme. Puis c'est beau de voir tous les enfants de ma famille parce que là, on est 7 petits-enfants qui ont en bas de 5 ans, puis pour eux, en bas de 6 ans. Puis pour eux, la chaise roulante, c'est rendu la norme. Puis quand il n'y a pas d'autres personnes en chaise roulante, ils vont tout de suite leur parler ou quand que la rue est bloquée,
le trottoir, et ils vont me dire « Oh non, faut que tu fasses le tour » ou ils vont tasser la poubelle. Moi, c'est ces petits moments-là de voir que c'est rendu pour elle, c'est la norme, c'est de toute beauté, là, de voir qu'il n'y a pas de problème à parler à quelqu'un en chaise ou qui marche avec un aide ou même aveugle, là, sont juste beaux à voir. Je trouve ça juste beau de voir les enfants. Effectivement, oui, c'est vrai que ça doit vraiment ouvrir les esprits, déconstruire les préjugés, puis d'ouvrir le dialogue tout simplement. Est-ce que Isabelle, tu veux poursuivre? OK. Je vous de victoire, comme je disais tantôt, la victoire de voir comment, avec mon fils, plus je suis autonome, plus je suis prudente dans sa vie, autant au niveau des jeux qu'au niveau des responsabilités. Une victoire, c'est aussi de voir comment, avec ma fille, je trouve que le 0-1 an a été plus facile. Je trouve que j'ai été beaucoup plus près d'elle. J'étais plus prête à l'accueillir en tant que maman, que j'étais déjà devenue une maman. Donc, j'étais moins sécure. Donc, ça a été une victoire personnelle. Là, c'est plus difficile dans la tasse terrible tout, mais ça va passer. Donc, la victoire aussi, c'est de me dire de ne pas me dire que tout passe et que les beaux jours reviennent toujours. La victoire aussi, je dirais, j'ai beaucoup de chance. Là où est-ce que j'habite, j'ai un beau quartier. Et même s'il y a certaines personnes qui m'ont un peu beaucoup ostracisée en tant que maman en situation de handicap, la plupart de mes voisins et la plupart aussi, ou en tout cas, tous les parents que je connais à la garderie de mes enfants m'acceptent vraiment en tant que maman. Sans porter tout le regard, on se fait ensemble en tant que parents. Bref, je fais partie de la communauté autour de moi. Donc ça, je pense que c'est une belle victoire. C'est intéressant que tu apportes l'angle du quartier, du voisinage, de la communauté, parce qu'effectivement, c'est vraiment tous ensemble qu'on peut faire changer. Puis ça passe aussi par les comportements, comme tu dis, de socialiser, accepter, intégrer. Donc, merci pour ton partage. Marjorie, est-ce que tu voulais y aller avec une victoire? Et moi, la victoire, je résonne en fait avec Louis-Éric et Isabelle, mais la victoire que je vais partager, c'est aujourd'hui. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est une super belle victoire d'avoir un webinaire où on en parle avec autant de personnes qui sont intéressées puis qui sont autour, puis qu'on se retrouve finalement avec des gens qui travaillent dans les organismes communautaires, des gens qui travaillent dans les organismes publics, des parents eux-mêmes. Puis je pense que c'est une belle victoire, puis il faut en avoir plus de victoires comme celle-ci pour que la réalité soit connue, pour qu'ensuite de ça, on puisse adapter les choses. Puis sinon, je vais partager, on parlait comme de comment les enfants s'adaptent. Mon fils a comme 3 ans, il joue au Lego, là, puis lui, il a démonté ses voitures préférées, puis il a fait toutes sortes de chaises roulantes en Lego. Donc, juste pour dire que pour lui, ça faisait partie de sa réalité, puis il s'est arrangé pour que ça fasse partie aussi de ses jeux et que ce soit bien représenté. Donc, ça aussi, c'est une belle petite victoire. Oui, c'est vraiment, c'est super touchant ce que tu nous partages aujourd'hui. Et merci de nous amener dans ton quotidien comme ça. Puis Simon, est-ce que tu voulais terminer le panel en parlant d'une petite victoire? Puis ensuite, on passera à la partie questions-réponses, pardon. Oui, bien sûr. Ben, moi, en fait, les gens me disent toujours mon Dieu, tes gars sont bien débrouillards. Ben, moi, je pense que ça fait partie, c'est justement parce qu'ils ont dû vivre une situation qui sont devenus plus autonomes rapidement. Ça a été plus difficile, mais tu vois, je vais dire comme Louis-Éric, ils s'adaptent tellement rapidement, les enfants, à cette situation-là, qu'aujourd'hui, ben, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, avec eux, ma vie est plus facile
que sans eux parce qu'ils m'aident tellement maintenant là, à 10 puis 12 ans que ça serait difficile sans eux. Ah, merci. Merci vraiment à toutes et tous, tous nos panélistes pour vos partages. C'est vrai que c'est vraiment quand même rentrer dans vos vies. Puis au nombre de participants et participantes qu'on a aujourd'hui, c'est quand même intime là, de dévoiler ça. Alors, merci. Au nom de notre équipe de recherche, nous aimerions sincèrement vous remercier de votre écoute et vous inviter à communiquer avec nous si vous avez des commentaires ou des questions au sujet de notre projet de recherche ou de notre présentation. Merci beaucoup.